Xi Jinping absent, Poutine en visio. Pour la première fois dans l'histoire des BRICS, les deux poids lourds du groupe n'étaient pas à Rio de Janeiro pour leur sommet annuel. Et pourtant, ce 17e sommet des BRICS, qui s'est tenu les 6 et 7 juillet, pourrait bien être l'un des plus importants. Pourquoi ? Parce que pendant que nos médias parlaient d'autre chose, les BRICS ont tranquillement accueilli l'Indonésie, 270 millions d'habitants. Ils ont annoncé un conseil spatial commun et surtout ils ont répondu d'une seule voix aux nouvelles menaces de tarifs douaniers de Donald Trump. D'ailleurs, le président américain n'a pas attendu longtemps pour réagir. Une taxe de 10% sur tout pays qui suivrait ce qu'il appelle les politiques anti-américaines des BRICS. Quand Donald Trump commence à sortir l'artillerie lourde des taxes, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Rio? Qu'est-ce que ça change concrètement pour l'économie mondiale? Je vous fais un débrief complet de ce sommet pas comme les autres. Dimanche soir, 6 juillet 2025, les dirigeants des BRICS finalisent leur déclaration commune au musée d'art moderne de Rio. Un document de 31 pages qui va déclencher une tempête diplomatique. Dans ce texte, adopté sous le slogan « Renforcer la coopération du Sud global pour une gouvernance plus inclusive et durable », les BRICS osent l'impensable. Ils qualifient les tarifs douaniers américains de mesures unilatérales qui faussent le commerce et qui sont incompatibles avec les règles de l'OMC. Page après page, la déclaration démonte le système économique dominé par Washington. Les BRICS y expriment leurs sérieuses préoccupations face à la montée des barrières tarifaires. Ils dénoncent les sanctions non autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU, une attaque à peine voilée contre les mesures américaines visant la Russie et l'Iran. Les BRICS annoncent qu'ils n'imposent ni ne soutiennent les sanctions non autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU. En clair, vos sanctions unilatérales, on n'en veut plus. La réaction ne se fait pas attendre. Quelques heures plus tard, Donald Trump dégaine sur Truth Social. Tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS se verra imposer une taxe supplémentaire de 10%. Il n'y aura aucune exception à cette politique. Le timing est parfait, ou catastrophique selon le point de vue. Les membres des BRICS se réveillent lundi matin sous une pluie battante à Rio. Avec cette menace au-dessus de leur tête, l'ambiance change radicalement. Cyril Ramaphosa, président sud-africain, est le premier à briser le silence. Face aux journalistes, il ne mâche pas ses mots. C'est vraiment décevant que lorsqu'il y a une manifestation collective aussi positive que les BRICS, d'autres la voient sous un jour négatif et veulent punir ceux qui y participent. Mais c'est Lula qui va porter le coup le plus dur. Les conseillers du président brésilien l'avaient pourtant supplié de ne pas mordre à l'hameçon, de ne pas escalader les tensions. Peine perdue. Face aux journalistes, Lula lâche cette phrase qui fait le tour du monde. « Le monde a changé, nous ne voulons pas d'empereur ». Et il enfonce le clou, Trump est irresponsable de menacer avec des tarifs sur les réseaux sociaux. Puis vient la proposition qui fait trembler Wall Street, le monde a besoin de trouver un moyen pour que nos relations commerciales ne passent pas par le dollar. Évidemment, nous devons être responsables et faire ça prudemment, tempère-t-il. Nos banques centrales doivent en discuter avec les banques centrales d'autres pays. C'est quelque chose qui arrive graduellement, jusqu'à ce que ce soit consolidé. Les marchés réagissent immédiatement. Le rand sud-africain chute, les devises des pays émergents plongent, les actions dévissent en Asie. Pourtant, la taxe de 10% ne sera pas appliquée immédiatement. Elle ne sera activée que si les pays prennent des décisions politiques jugées anti-américaines. Une ligne est tracée. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que beaucoup de membres et partenaires des BRICS dépendent fortement du commerce avec les États-Unis. L'Indonésie, fraîchement promue au grade de nouveaux membres du cartel des BRICS, négocie déjà un accord de 34 milliards de dollars et propose de réduire ses droits de douane sur les importations américaines à presque zéro. Elle s'engage même à acheter 500 millions de dollars de blé américain. D'autres pays tentent désespérément de négocier. Le Vietnam a déjà conclu un accord cadre la semaine précédente et la Thaïlande négocie un arrangement similaire. Les BRICS et ses partenaires ne marchent pas sur des œufs. Ils veulent créer un nouveau système économique, mais ne peuvent pas se permettre de perdre l'accès au marché américain. Trump le sait et joue de cette dépendance. Reste que malgré tous leurs défauts, les BRICS deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Car face aux menaces de Trump, ils n'ont pas choisi de reculer, au contraire ils ont accéléré. Nouveaux membres, nouveaux partenaires, nouvelles institutions, c'est une véritable infrastructure parallèle qui est en train de naître. Je vous le disais, l'Indonésie vient de faire son entrée dans le groupe. Première nation d'Asie du Sud-Est à rejoindre les BRICS, elle apporte avec elle 270 millions d'habitants. Son président, Prabowo Subianto, pose fièrement sur la photo de famille, conscient du poids géopolitique qu'il ajoute au bloc. Mais pourquoi l'Indonésie est-elle si importante ? Regardez cette carte. Le pays contrôle le détroit de Malacca, par où transite 25% du commerce maritime mondial. Pétrole du Moyen-Orient vers la Chine, produits manufacturés d'Asie vers l'Europe, tout passe par là. En intégrant Jakarta, les BRICS mettent la main sur l'un des robinets du commerce mondial. Les BRICS ont aussi accueilli une impressionnante liste de pays partenaires, la Biélorussie, la Bolivie, le Kazakhstan, Cuba, le Nigeria, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, l'Ouganda et l'Ouzbékistan. Le Kazakhstan, c'est le premier producteur mondial d'uranium.
Le Nigeria, la première économie africaine avec ses 220 millions d'habitants, la Malaisie et la Thaïlande, deux des tigres asiatiques, et le Vietnam, la nouvelle usine du monde. Les chiffres donnent le vertige. Avec cette expansion, les BRICS, c'est maintenant 49% de la population mondiale, contre 10% pour le G7, 39% du PIB global, 34% des territoires de la planète, et plus d'un quart des exportations mondiales. Mais les BRICS ne se contentent pas de grossir, ils innovent. L'annonce la plus surprenante, la création d'un conseil spatial BRICS. Oui, vous avez bien entendu. Les dirigeants ont exprimé un accord fondamental pour créer cette structure qui coordonnera les efforts spatiaux du bloc. L'espace, c'est le nouveau terrain de jeu géopolitique. Satellites de communication, observation terrestre, navigation, celui qui contrôle l'espace contrôle l'information. La Chine a déjà sa station spatiale, l'Inde a posé un rover sur la Lune, la Russie, malgré ses difficultés, reste une puissance spatiale historique. Ensemble, ils peuvent rivaliser avec la NASA et l'ESA. L'autre bombe technologique vient de Modi. Le Premier ministre indien a lancé une invitation qui n'est pas passée inaperçue, à un sommet sur l'impact de l'IA qui se déroulera en Inde en 2026. C'est malin, l'Inde se positionne comme le champion d'une IA inclusive face à une approche occidentale jugée trop restrictive. Modi a d'ailleurs souligné que l'Inde utilise déjà massivement l'IA dans l'agriculture, la santé, la gouvernance et l'éducation. Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a appuyé cette vision, appelant à un système mondial de gouvernance de l'IA équitable et accessible. Message clair, les BRICS veulent leur mot à dire sur les règles du jeu technologique mondial. Dans le même temps, 3 initiatives majeures sont en développement. D'abord, une bourse aux céréales BRICS. Les membres du bloc contrôlent 42% du blé mondial, 46% du soja et 52% du riz. Jusqu'à présent, ces matières premières sont cotées à Chicago ou Londres en dollars. La nouvelle bourse BRICS permettra de fixer les prix en devises locales. Ensuite, une plateforme d'investissement commune. Les BRICS veulent canaliser le surplus de certains membres, Chine, pays du Golfe, vers les besoins d'investissement des autres. L'objectif est de financer des infrastructures sans passer par la Banque mondiale ou le FMI. Et enfin, une infrastructure de règlement indépendante. C'est le projet le plus ambitieux, créer une alternative au système SWIFT pour les paiements internationaux. Les transactions entre membres pourraient se faire directement, sans passer par les banques correspondantes occidentales. La nouvelle banque de développement, NDB, monte aussi en puissance. Créée il y a 10 ans avec 100 milliards de dollars de capital, elle affiche maintenant une notation AA+, chez Standard & Poor's, meilleure que la dette française. La banque a déjà approuvé 96 projets pour 32,8 milliards de dollars. Pas mal pour une institution que beaucoup prédisaient vouée à l'échec. Toutes ces initiatives convergent vers un objectif, créer un écosystème économique parallèle où le dollar n'est plus roi, où les règles ne sont plus dictées par Washington, et où les pays du Sud peuvent commercer et investir selon leurs propres termes. Les sceptiques diront que c'est un château de cartes, que sans les États-Unis et l'Europe, ces initiatives sont vouées à l'échec. Mais avec la moitié de l'humanité et 40% de l'économie mondiale, les BRICS sont maintenant la masse critique pour tenter le pari. La vraie question est plutôt, vont-ils réussir à transformer ces annonces en réalité concrète, ou est-ce que les divisions internes vont faire dérailler le projet? Derrière la photo de famille souriante, tout n'est pourtant pas rose. Xi a envoyé son premier ministre Li Qiang, un choix qui fait jaser dans les couloirs diplomatiques. Le président chinois, d'habitude si soucieux du protocole, rate le sommet de l'année. Certains y voient un message. La Chine veut bien jouer avec les BRICS, mais à ses conditions. Poutine, lui, n'avait pas le choix. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale l'empêche de voyager. Mais depuis son bunker moscovite, il a quand même lâché cette bombe. L'ère de la globalisation libérale est obsolète. Le futur appartient aux marchés émergents. Des mots forts. Mais est-ce que tous les BRICS partagent cette vision radicale? La réponse se trouve dans les sujets qui fâchent, et le premier, c'est Gaza. Sur le papier, l'unité est parfaite. La déclaration commune exprime une grave préoccupation pour la situation humanitaire. Les BRICS condamnent les tentatives israéliennes de politiser et militariser l'aide humanitaire. Ils exigent un cessez-le-feu immédiat et réitèrent leur soutien à une solution à 2 États. Mais creusez un peu et les fissures apparaîtront. L'Inde reste le seul membre des BRICS à soutenir Israël. Pour le parti nationaliste hindou au pouvoir, Israël partage les mêmes problèmes de sécurité face aux menaces islamistes. Une position délicate quand tous vos partenaires condamnent les actions israéliennes. L'Iran, membre des BRICS, ne décolère pas. D'ailleurs, sur l'Iran, l'unanimité refait surface. Les BRICS ont condamné d'une seule voix les frappes israélo-américaines du mois dernier. Violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, dit la déclaration. Mais l'Inde joue sur les 2 tableaux. D'un côté, elle signe la condamnation collective, et de l'autre, elle maintient ses liens avec Israël. Un grand écart diplomatique qui illustre les contradictions internes des BRICS. Et là, on touche à une autre ligne de fracture. Car les rivalités bilatérales n'ont pas disparu avec l'adhésion aux BRICS. L'Égypte et l'Éthiopie se disputent toujours le Nil, une guerre de l'eau qui pourrait exploser à tout moment. L'Égypte souffre des perturbations dans la mer Rouge causées par les Houthis yéménites, soutenus par l'Iran, autre membre des BRICS. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, les tensions sino-indiennes. Certes, Modi et Xi ont annoncé un accord sur leurs frontières himalayennes juste avant le sommet, mais 60 ans de méfiance ne s'effacent pas d'un coup de baguette magique.
L'Inde courtise les États-Unis tout en participant aux BRICS. Elle négocie des accords de défense avec Washington tout en achetant du pétrole russe. Elle condamne les frappes contre l'Iran tout en maintenant ses liens avec Israël. Cette ambiguïté indienne révèle le talon d'Achille des BRICS. Comment créer une alternative crédible à l'ordre occidental quand vos membres jouent chacun leur partition? Comment l'Arabie Saoudite, qui hésite toujours à confirmer son adhésion, peut-elle siéger aux côtés de l'Iran? Comment la Chine peut-elle rassurer l'Inde sur ses intentions tout en soutenant le Pakistan? Le paradoxe est frappant. Les BRICS veulent parler d'une seule voix face à Trump, mais ils n'arrivent même pas à s'entendre sur Gaza. Ils rêvent d'un nouveau système financier mondial, mais leurs propres membres négocient des accords séparés avec Washington pour éviter les tarifs. Alors, alliance solide ou château de cartes? La vérité est probablement entre les deux. Les BRICS ont la taille, l'ambition et maintenant les institutions pour peser. Mais sans une vision commune au-delà de l'opposition à l'hégémonie américaine, peuvent-ils vraiment changer la donne? Le test viendra vite. Avec Trump qui brandit ses tarifs et les divisions internes qui persistent, les BRICS vont devoir choisir. Rester un club de discussion ou devenir une vraie force de changement. Et ça, seul l'avenir nous le dira.